Par la nuit glaciale de Noël, une fillette montre une silhouette recroquevillée sur le trottoir et demande à son père millionnaire « Papa, pourquoi dort-elle dans la rue ?» Il tente d'ignorer. Mais quelque chose dans cette scène le paralyse et le passé commence à peser. En s'approchant, il découvre une jeune femme avec un bébé dans les bras et des signes alarmants d'hypothermie. Ce qui commence comme un acte de compassion révèle des secrets capables de changer tout ce qu'il croyait à propos de la douleur, de l'amour et de l'appartenance. La veille de Noël, Paris s'habillait d'un manteau blanc immaculé. Les flocons tombaient en valse silencieuse sur les avenues illuminées, transformant la ville lumière en un décor de conte de fées. L'avenue des Champs-Élysées resplendissait sous les guirlandes dorées, attirant les regards émerveillés des passants qui se pressaient pour leurs derniers achats. Au milieu de cette frénésie joyeuse, un homme au regard mélancolique marchait main dans la main avec une petite fille. Laurent Valentin, propriétaire d'une prestigieuse maison d'édition parisienne, avançait d'un pas mesuré, observant sa fille Sophie qui s'extasiait devant chaque vitrine. À 42 ans, son visage aux traits élégants portait encore les traces d'un chagrin qui ne s'était pas dissipé depuis 2 ans. Sous son manteau de cachemire gris, il portait le deuil de Camille, son épouse emportée par une maladie fulgurante. « Papa, regarde comme il est beau, le grand sapin !» s'écria Sophie en pointant du doigt l'immense arbre de Noël qui trônait au cœur de la place de la Concorde. Laurent sourit tendrement. « Tu veux qu'on s'approche ?» La petite hocha vigoureusement la tête, faisant danser ses boucles châtaines sous son bonnet rouge. À 8 ans, Sophie ressemblait chaque jour davantage à sa mère. Les mêmes yeux noisettes pétillants, le même sourire qui illuminait son visage délicat. Cette ressemblance était à la fois un baume et une blessure pour Laurent. Ils se dirigèrent vers le sapin monumental, Sophie sautillant d'impatience. La foule était dense autour de l'arbre étincelant, mais Laurent veillait à ne pas lâcher la main de sa fille. Il s'agenouilla pour resserrer l'écharpe en laine qui protégeait Sophie du froid mordant de décembre. « Tu te rappelles ce que maman disait toujours à propos de Noël ?» demanda Sophie, son regard levé vers les étoiles lumineuses accrochées aux branches du sapin. Le cœur de Laurent se serra. Que c'est le moment où la magie existe vraiment. Et que c'est le moment d'être gentil, surtout quand c'est difficile, ajouta la petite fille d'une voix douce. Laurent embrassa le front de sa fille, touché par cette mémoire préservée. « Tu as raison, mon cœur. Maman serait fière de toi. » Après avoir admiré le sapin sous tous ses angles, ils décidèrent de rentrer. La température avait considérablement chuté et le vent glacial s'engouffrait dans les avenues, chassant les derniers promeneurs. Laurent héla un taxi, mais tous semblaient pris en cette soirée de réveillon. Ils se dirigèrent alors vers un arrêt de bus non loin de là. C'est en approchant de l'abri que Sophie tira brusquement la manche de son père. « Papa, regarde, la dame là-bas, elle a un bébé et elle tremble. » Laurent suivit le regard de sa fille. Sur le banc de l'arrêt de bus, une jeune femme était recroquevillée, serrant contre elle un minuscule paquet enveloppé dans une couverture élimée. Ses cheveux blonds, presque blancs sous la lumière des réverbères, tombaient en mèches désordonnées sur son visage pâle. Elle ne portait qu'une veste trop fine pour la saison, et ses lèvres avaient pris une inquiétante teinte bleuâtre. Sans hésitation, Sophie s'approcha de la jeune femme. « Madame, vous avez froid? Et votre bébé aussi ?» La jeune femme sursauta, comme tirée d'une torpeur dangereuse. Elle leva des yeux d'un bleu profond vers l'enfant, puis vers Laurent qui s'était approché à son tour. Un mélange de méfiance et d'épuisement se lisait sur son visage émacié. « Ça va », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Le bus va arriver. » Laurent remarqua immédiatement les signes d'hypothermie, les tremblements incontrôlés, la confusion dans son regard, la pâleur de sa peau. « Le dernier bus est passé il y a 20 minutes, mademoiselle, » dit-il doucement. « Et votre bébé risque de souffrir du froid. » Sophie avait déjà retiré sa propre écharpe et, dans un geste qui émut profondément Laurent, la tendait à la jeune femme. « Tenez pour le bébé, c'est tout doux et ça tient chaud. » Après une hésitation, la jeune femme accepta l'écharpe et l'enroula autour du nouveau-né qui émit un faible gémissement. Laurent s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, gardant une distance respectueuse. « Je m'appelle Laurent Valentin et voici ma fille Sophie. Nous habitons à 15 minutes d'ici. Je vous propose de vous y emmener, au moins pour vous réchauffer et passer la nuit au chaud. Ce n'est pas une soirée pour rester dehors, surtout avec un enfant si petit. »
La méfiance dans les yeux de la jeune femme s'intensifia. « Je ne connais pas. Je ne peux pas. »« S'il vous plaît, » insista Sophie. « Le bébé ressemble à un petit flocon de neige, tout blanc. Il doit avoir très froid. » Ces mots simples semblèrent toucher la jeune femme plus que tous les arguments raisonnables. Elle baissa les yeux vers son enfant, puis regarda autour d'elle. Les rues désertes, le vent glacial, la nuit qui s'installait, tout conspirait contre eux. « D'accord, » murmura-t-elle finalement, « juste pour cette nuit. » Laurent hocha la tête, soulagé. Il aida la jeune femme à se lever, notant avec inquiétude qu'elle vacillait sur ses jambes. Il fit signe à un taxi qui, miraculeusement, s'arrêta. Dans la chaleur de l'habitacle, le contraste avec le froid extérieur rendit plus évidente encore la vulnérabilité de leur invité. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées. Pourtant, malgré sa situation précaire, elle gardait une certaine dignité, tenant son enfant avec un soin infini. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement Sophie. « Élodie » répondit la jeune femme après un moment d'hésitation. « Élodie Dufresne. »« Et le bébé » poursuivit Sophie, fascinée par le minuscule visage à peine visible entre les plis de l'écharpe. Un léger sourire, le premier, adoucit les traits d'Élodie. « Théo, il a 3 semaines. »« Comme un cadeau de Noël en avance, » dit Sophie avec émerveillement. « Il est tout petit comme un flocon de neige. » Le trajet se déroula en silence. Après cela, Élodie semblant rassembler ses forces, tandis que Laurent observait discrètement cette étrangère que le destin avait placée sur leur chemin. Il y avait quelque chose dans sa façon de tenir son enfant, dans la détermination qui transparaissait malgré son état d'épuisement, qui l'impressionnait. Le taxi s'arrêta devant un immeuble haussmannien dans le 7e arrondissement. Laurent paya la course et guida ses invités vers l'entrée ornée de moulures. Le concierge, M. Pelletier, les salua avec discrétion, même si son regard s'attarda avec curiosité sur Élodie et son bébé. L'ascenseur les conduisit au dernier étage, où se trouvait le duplex spacieux de Laurent. Lorsqu'il ouvrit la porte, une chaleur réconfortante les accueillit. L'appartement était décoré avec goût, dans des tons neutres réchauffés par des touches de bois clair et de cuivre. Un sapin modeste mais élégant trônait près de la cheminée où crépitait un feu. Élodie s'arrêta sur le seuil, hésitante, comme si elle craignait de souiller cet intérieur immaculé par sa simple présence. « Entrez, je vous en prie », l'encouragea Laurent. Sophie montra à Élodie la chambre d'amis, celle avec le berceau. La petite fille prit la main d'Élodie avec naturel et l'entraîna vers le couloir. Laurent les suivit, portant le peu d'affaires qu'Élodie avait avec elle. Un sac usé contenant quelques vêtements et des produits pour le bébé. La chambre d'amis était spacieuse et accueillante, avec une grande fenêtre donnant sur les toits de Paris. Dans un coin se trouvait effectivement un berceau en bois clair, vestige de la petite enfance de Sophie, que Laurent n'avait jamais eu le courage de donner. « Voilà, c'était mon lit quand j'étais bébé », expliqua fièrement Sophie. « Théo peut dormir dedans, il sera bien. » Élodie semblait dépassée par la situation. Elle restait debout, serrant toujours Théo contre elle, comme si elle craignait qu'on le lui arrache. « Je vais vous laisser vous installer, » dit Laurent, comprenant son malaise. « La salle de bain est juste en face. Il y a des serviettes propres et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Nous allons préparer quelque chose à manger. »« Merci, » murmura Élodie, « mais je ne veux pas déranger. »« Vous ne dérangez pas, » l'interrompit doucement Laurent. « C'est la veille de Noël et comme le disait ma femme. » Il s'interrompit, surpris par ses propres paroles. C'était la première fois qu'il évoquait Camille, aussi naturellement. C'est le moment d'être gentil, surtout quand c'est difficile. Élodie hocha la tête, un éclair de compréhension traversant son regard. Elle déposa délicatement Théo dans le berceau, ajustant l'écharpe de Sophie autour de lui. Le bébé s'agita un instant, puis se rendormit, épuisé. « Je vous laisse vous reposer, » dit Laurent. « Nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » En sortant de la chambre, il vit Sophie qui regardait encore Élodie avec fascination. « Viens, mon cœur, laissons-les se reposer. » Dans la cuisine, pendant qu'il préparait un repas, simple, une soupe chaude, du pain frais et du fromage, Laurent se surprit à penser à Camille. Qu'aurait-elle fait dans cette situation? La réponse était évidente. Elle aurait fait exactement ce qu'il venait de faire, sans hésitation. Cette certitude lui apporta un étrange réconfort. Sophie, assise sur un tabouret haut, balançait ses jambes en observant son père. « Papa, tu crois que le Père Noël va trouver Théo ici ?»
Laurent sourit. Je suis sûr qu'il saura exactement où le trouver. On pourrait lui donner mon ancien ours en peluche, celui avec l'écharpe bleue. Je suis trop grande maintenant. C'est une très bonne idée, ma chérie. Il s'approcha pour déposer un baiser sur le front de sa fille. Tu as un grand cœur comme ta maman. Plus tard, alors que Sophie dormait et que la neige continuait de tomber sur Paris, Laurent resta un moment dans le salon, contemplant les flammes dansantes dans la cheminée. Il pensait à cette étrange soirée, à cette rencontre improbable. Il ignorait l'histoire d'Élodie, les circonstances qui l'avaient mené à cette situation désespérée. Mais quelque chose en lui, une intuition profonde, lui disait que ce hasard n'en était peut-être pas un. Le lendemain matin, Laurent fut réveillé par un rayon de soleil qui filtrait à travers les rideaux mal fermés. Il resta un instant immobile, écoutant les bruits familiers de l'appartement. Quelque chose était différent. Un léger cliquetis venait de la cuisine, ainsi qu'une odeur subtile de café fraîchement préparé. Se redressant brusquement, il se souvint des événements de la veille. Élodie et son bébé. Il enfila une robe de chambre et se dirigea vers la cuisine, s'arrêtant sur le seuil, surpris par le spectacle qui s'offrait à lui. Élodie, vêtue des mêmes vêtements usés que la veille, mais visiblement lavés et séchés, s'affairait silencieusement. Ses cheveux blonds pâles, maintenant propres, étaient noués en une simple queue de cheval. Sur une corde improvisée près du radiateur, séchaient quelques langes et une petite couverture. La cuisine, habituellement en désordre le matin, brillait de propreté. Sur la table, une cafetière fumante et 2 tasses attendaient. Elle sursauta en l'apercevant. « Je vous ai préparé du café. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai utilisé votre cuisine. » Laurent fut touché par ce geste. « Pas du tout. Merci, c'est très gentil. C'est la moindre des choses, » dit-elle en baissant les yeux. « J'ai aussi nettoyé un peu, je paie toujours ce que j'utilise d'une façon ou d'une autre. » Ces mots, prononcés avec une fierté tranquille, révélaient beaucoup sur elle. Laurent s'approcha et se servit une tasse de café, lui laissant de l'espace. « Théodore encore ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête. Il s'est réveillé tôt pour téter, mais il s'est rendormi. Il n'a pas l'habitude d'un lit aussi confortable. Cette remarque, faite sans apitoiement, serra le cœur de Laurent. Il y avait dans la dignité d'Élodie quelque chose qui forçait le respect. « J'aimerais en savoir plus sur vous. »« Élodie, si vous acceptez de me parler, » dit-il en s'asseyant à la table, l'invitant d'un geste à faire de même. Elle hésita puis prit place en face de lui, ses mains enserrant sa tasse comme pour se réchauffer. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » commença-t-elle. « J'ai 24 ans. J'étais étudiante aux Beaux-Arts avant tout ça. »« Les Beaux-Arts » s'étonna Laurent. « Vous êtes artiste ?» Un sourire fugace éclaira son visage. J'essayais de l'être. Le dessin, la peinture, c'était toute ma vie. Puis j'ai rencontré Antoine. Son expression s'assombrit à ce nom. Il était photographe, talentueux, charismatique. Tout le monde l'admirait, moi y compris. Nous avons vécu ensemble pendant 1 an. Quand je suis tombée enceinte, il m'a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il me soutiendrait quelle que soit ma décision. Elle fit une pause, buvant une gorgée de café. Mais quand j'ai décidé de garder le bébé, il a disparu. Du jour au lendemain, parti pour un reportage à l'étranger, m'a-t-on dit. Il n'est jamais revenu. Laurent écoutait attentivement, impressionné par le calme avec lequel elle racontait cette trahison. Mes parents sont très traditionnels, poursuivit-elle. Une grossesse hors mariage était inacceptable pour eux. Mon père m'a mise devant un ultimatum, avorter ou quitter la maison. Et vous avez choisi votre enfant, compléta doucement Laurent. Élodie acquiesça. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai essayé de continuer mes études aussi longtemps que possible, mais sans soutien, sans argent. J'ai dû abandonner juste avant d'obtenir mon diplôme. J'ai trouvé des petits boulots, vécu dans des foyers, parfois chez des amis, mais tout est devenu plus compliqué à la naissance de Théo. Et vous vous êtes retrouvé dans la rue, conclut Laurent, sentant une colère sourde monter en lui contre cette société qui abandonnait une jeune mère et son enfant. Temporairement, corrigea-t-elle avec cette même dignité tranquille. J'ai des projets. Je cherche un travail stable, un petit appartement. Je dessine encore quand je peux. Je vends parfois mes croquis aux touristes à Montmartre. Ce n'est pas grand-chose, mais vous gardez espoir, acheva Laurent, admiratif. Le regard qu'elle lui lança était plein d'une détermination farouche. Pour Théo, je dois garder espoir. Il mérite mieux que ça. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Sophie, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés.
Ses yeux s'illuminèrent en voyant Élodie. « Bonjour. Est-ce que le Père Noël a trouvé Théo ?» demanda-t-elle immédiatement. Élodie sourit, touchée par la préoccupation de l'enfant. « Il dort encore. Nous verrons quand il se réveillera. J'ai un cadeau pour lui, annonça fièrement Sophie. Je peux te le montrer. » Sans attendre de réponse, elle prit la main d'Élodie et l'entraîna vers sa chambre. Laurent les suivit, amusé par l'enthousiasme de sa fille. La chambre de Sophie était un mélange ordonné de jouets, de livres et de dessins épinglés au mur. Elle se dirigea vers une étagère et en sortit un ours en peluche bleu ciel, un peu usé mais propre, portant une écharpe miniature assortie. « C'est Céleste », présenta Sophie avec sérieux. « Il veille sur les rêves. Il m'a protégée quand j'étais petite, mais maintenant c'est Théo qui a besoin de lui. » Élodie s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Sophie, visiblement émue. « C'est un cadeau très précieux, Sophie. Tu es sûre de vouloir le donner ?»« Oui, » affirma la petite fille avec conviction. « Maman disait qu'il faut partager ce qu'on a de plus précieux. » Laurent, appuyé contre l'encadrement de la porte, sentit sa gorge se nouer. Camille avait effectivement l'habitude de dire cela, et voir sa fille perpétuer cet enseignement le touchait profondément. Le moment fut interrompu par la sonnerie de l'interphone. Laurent se dirigea vers l'entrée pour répondre. « Monsieur Valentin, c'est Madame Fournier, » annonça une voix familière. « Montez. »« Qu'Henriette, » répondit Laurent. Il se tourna vers Élodie qui était revenue dans le salon tenant toujours l'ours en peluche. « C'est Henriette Fournier, notre gouvernante. Elle vient 3 fois par semaine depuis des années. » Élodie hocha la tête, soudain mal à l'aise. Elle lissa machinalement ses vêtements usés, consciente de son apparence. Quelques minutes plus tard, Henriette Fournier faisait son entrée. C'était une femme d'une 60aine d'années, à l'allure impeccable et au regard vif. Elle s'arrêta net en apercevant Élodie. « Bonjour, monsieur, » dit-elle formellement. « Je ne savais pas que vous aviez de la visite. Henriette, je vous présente Élodie Dufresne et son fils Théo. Ils sont nos invités pour quelques jours. » La gouvernante évalua Élodie d'un regard perçant, notant ses vêtements usés, son attitude réservée. « Enchantée, » dit-elle avec une politesse professionnelle qui masquait mal sa méfiance. Sophie accourut pour embrasser Henriette. « Madame Fournier, on a trouvé Élodie et Théo à l'arrêt de bus hier soir. Ils avaient très froid, alors on les a invités. Et j'ai donné Céleste à Théo pour qu'il veille sur lui. »« C'est très généreux de ta part, ma chérie, » répondit Henriette en caressant les cheveux de l'enfant, tout en lançant un regard significatif à Laurent. « Sophie, pourquoi n'irais-tu pas t'habiller pendant que je discute avec Madame Fournier ?» suggéra Laurent. La petite fille acquiesça et disparut dans sa chambre. Élodie, sentant la tension, s'excusa également. « Je vais voir si Théo est réveillé. » Une fois seule, Henriette se tourna vers Laurent, l'inquiétude clairement visible sur son visage. « Monsieur Valentin, pardonnez-moi, mais êtes-vous sûr de ce que vous faites? Vous ne connaissez pas cette jeune femme. Les temps sont difficiles, il y a tant d'arnaques. » « Henriette, » l'interrompit doucement Laurent, « je comprends votre préoccupation, mais il s'agit d'une jeune mère et de son nouveau-né, qui était littéralement en train de geler dans la rue la veille de Noël. Je ne remets pas en question votre compassion. »« Monsieur, » insista Henriette, baissant la voix, « mais votre position, votre fortune, vous êtes une cible de choix pour les escrocs. Cette femme pourrait être n'importe qui. » Ce qu'ignoraient Laurent et Henriette, c'est qu'Élodie, revenue sur ses pas pour demander quelque chose, se tenait désormais dans le couloir, entendant chaque mot. Son visage se figea dans une expression de douleur et d'humiliation. « Je ne pense pas qu'Élodie soit une escroc, » répondit Laurent. « Elle a préparé du café ce matin, nettoyé la cuisine. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui cherche à profiter. Les apparences peuvent être trompeuses, » soupira Henriette. « Je m'inquiète pour vous et Sophie. Depuis le départ de madame, vous êtes plus vulnérable. » À cet instant, un bruit dans le couloir les fit se retourner. Élodie se tenait là, Théo dans les bras, déjà emmailloté dans sa fine couverture. Son visage était pâle mais déterminé. « Je vous remercie pour votre hospitalité, monsieur Valentin, » dit-elle d'une voix contrôlée. « Mais nous allons partir maintenant. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse ou vous mettre en danger. » Laurent comprit immédiatement qu'elle avait entendu leur conversation. « Élodie, attendez. Henriette s'inquiète, c'est normal, mais vous n'avez pas à partir. »« Si, je le dois, » insista-t-elle. « Je connais ce regard, ces soupçons. Je les ai vus trop souvent. Je ne suis pas une mendiante ni une voleuse. J'ai ma fierté. » Elle se dirigea vers la chambre d'amis pour récupérer ses maigres affaires. Laurent la suivit, désolé de cette situation. « Élodie, s'il vous plaît. »
Ne partez pas comme ça. Où irez-vous? Je me débrouillerai, répondit-elle en rangeant méthodiquement les quelques vêtements de Théo dans son sac usé. J'ai l'habitude. Laurent se sentait impuissant devant sa détermination. Au moins, laissez-moi vous aider. Financièrement, je peux. Non, coupa-t-elle fermement. Je n'accepte pas la charité, jamais. Elle se redressa, son sac à l'épaule, Théo serré contre elle. Son regard était direct, fier malgré sa situation précaire. Merci pour cette nuit au chaud. C'était important. Elle s'apprêtait à quitter la pièce quand Sophie apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés. « Tu t'en vas » demanda-t-elle d'une petite voix. « Mais c'est Noël aujourd'hui, et il neige encore dehors. » Élodie s'agenouilla face à l'enfant, touché par sa sincérité. « Je dois partir, Sophie. Mais merci pour ta gentillesse. Théo et moi, nous ne l'oublierons pas. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Sans prévenir, elle se jeta au cou d'Élodie, l'enlaçant avec force. « Non, vous êtes notre cadeau de Noël, toi et Théo. Maman m'a dit que les vrais cadeaux, ce sont les personnes qui entrent dans notre vie. » Laurent, témoin de cette scène, sentit quelque chose se briser en lui. Ces mots, Camille les avait effectivement prononcés lors de leur dernier Noël ensemble. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Sophie a raison, Élodie. Vous êtes les bienvenus ici. » Il jeta un regard vers Henriette qui se tenait en retrait, visiblement mal à l'aise. « Tous les deux. »« Mais votre gouvernante, » commença Élodie. « Madame Fournier s'inquiète pour nous et c'est tout à son honneur, » dit Laurent avec fermeté. « Mais c'est ma maison et ma décision. » Henriette s'avança, comprenant qu'elle avait dépassé les limites. « Je m'excuse si mes paroles vous ont blessé, mademoiselle. Je pensais seulement au bien-être de cette famille. » Élodie la regarda longuement, puis acquiesça légèrement. « Je comprends. À votre place, j'aurais probablement les mêmes réserves. » Un silence tendu s'installa, brisé par le gazouillis soudain de Théo qui s'éveillait. Ce son innocent détendit l'atmosphère. Sophie, toujours accrochée à Élodie, leva les yeux vers le bébé. « Regarde, il sourit. Il veut rester lui aussi. » Laurent croisa le regard d'Élodie par-dessus la tête de sa fille. Il y avait dans ses yeux bleus un mélange de fierté blessée et d'espoir fragile. Il se souvint des dernières paroles de Camille, ces mots qu'elle lui avait murmurés avant de le quitter. « Sois gentil, Laurent, surtout quand c'est difficile. C'est là que ça compte vraiment. »« Restez, dit-il simplement. Au moins jusqu'à ce que vous trouviez une meilleure solution. Pour Théo, pour Sophie aussi qui semble s'être déjà attachée à vous deux. » Élodie regarda tour à tour Laurent, Sophie qui la fixait avec espoir, et même Henriette dont l'expression s'était adoucie. Puis elle baissa les yeux vers Théo qui s'agitait dans ses bras. « D'accord, céda-t-elle finalement. Quelques jours. Le temps de trouver une solution. » Le soulagement de Sophie se manifesta par un cri de joie. Elle sauta sur place puis courut vers le salon. « Je vais préparer des cadeaux pour Théo. » Élodie remercia Laurent d'un hochement de tête. Leur regard se croisa à nouveau, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension mutuelle peut-être, ou simplement la reconnaissance que ce jour de Noël marquerait un tournant dans leur vie respective. Dehors, la neige continuait de tomber sur Paris, enveloppant la ville dans un silence ouaté. Dans l'appartement chaleureux, 4 destins s'entremêlaient désormais, tissant les premiers fils d'une histoire encore à écrire. Les jours suivant Noël s'écoulèrent dans une étrange harmonie. L'appartement de Laurent, autrefois silencieux et ordonné, s'animait désormais de nouveaux sons. Les gazouillis de Théo, les berceuses fredonnées par Élodie, les rires plus fréquents de Sophie. Comme si la vie, longtemps mise en sourdine, reprenait progressivement ses droits entre ses murs. Laurent observait cette transformation avec un mélange de surprise et de contentement. Chaque matin, il trouvait Élodie déjà levée, veillant à ne pas déranger l'ordre de la maison, tout en y apportant sa touche personnelle. Une fleur cueillie lors d'une promenade dans un petit vase, un arrangement différent des coussins du salon, une odeur de pain frais qu'elle préparait elle-même, autant de détails infimes qui rendèrent l'atmosphère plus chaleureuse. Henriette Fournier, malgré ses réticences initiales, semblait s'être résignée à la présence de leurs invités. Si elle gardait une certaine distance avec Élodie, Laurent avait remarqué qu'elle s'attardait parfois à observer Théo avec une expression adoucie. Ce matin-là, 3 jours après Noël, Laurent travaillait dans son bureau lorsqu'il entendit une mélodie douce provenant du salon. Intrigué, il s'approcha silencieusement. Élodie était assise près de la baie vitrée, Théo endormi dans son couffin à côté d'elle. Sur ses genoux, un carnet de croquis. Elle dessinait d'une main assurée, levant parfois les yeux vers le panorama parisien qui s'offrait depuis la véranda.
Laurent resta un moment à l'observer sans signaler sa présence. Il y avait dans ses gestes une grâce naturelle, dans sa concentration une intensité qui le fascinait. Lorsqu'elle tourna légèrement la tête, il put apercevoir son profil délicat découpé par la lumière hivernale, un tableau vivant qui lui rappela soudain pourquoi il avait jadis aimé fréquenter les expositions d'art avec Camille. « Pardon, je ne voulais pas vous déranger, » dit-il finalement, s'avançant dans la pièce. Élodie sursauta légèrement, refermant instinctivement son carnet. « Non, vous ne me dérangez pas. C'est votre maison, après tout. » Laurent s'approcha, curieux. « Vous dessinez. » Elle hésita un instant, puis rouvrit son carnet avec une timidité touchante. « Oui, j'ai trouvé ce carnet vide dans la bibliothèque. J'espère que ça ne vous dérange pas que je l'utilise. »« Pas du tout. » Il s'assit en face d'elle, respectant une distance convenable. « Puis-je voir ?» Après une brève hésitation, elle lui tendit le carnet. Laurent le prit avec précaution et fut immédiatement saisi par la qualité des dessins. C'étaient des croquis de Paris vus depuis la véranda, les toits enneigés, les cheminées fumantes, le ciel d'hiver, mais captés avec une sensibilité particulière. Chaque trait semblait vibrer d'émotions contenues. « C'est remarquable, » murmura-t-il sincèrement impressionné. « Vous avez un véritable talent, Élodie. » Elle rougit légèrement, peu habituée aux compliments. « Merci. C'est thérapeutique. Ça m'aide à réfléchir. » Il tourna les pages et s'arrêta sur un dessin différent. Sophie, concentrée sur un livre, capturée dans un moment de calme parfait. La ressemblance était saisissante, mais plus encore. Élodie avait su saisir quelque chose d'essentiel chez l'enfant, une lumière intérieure qui transparaissait à travers le dessin. « Sophie, » dit-il touché, « vous l'avez parfaitement saisie. Elle me rappelle ma petite sœur, Léa, » expliqua doucement Élodie. La même curiosité, la même gentillesse naturelle. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa famille de cette façon personnelle. Laurent saisit l'ouverture. « Vous êtes toujours en contact avec votre sœur. » Le visage d'Élodie s'assombrit. « Non. Quand mes parents m'ont mise à la porte, ils ont interdit à Léa de me parler. Elle n'a que 16 ans. Elle vit encore chez eux. Je lui envoie parfois des messages, mais je ne sais jamais si elle les reçoit. »« Je suis désolé, » dit Laurent avec sincérité. Elle haussa les épaules, tentant de masquer sa douleur. « C'est ainsi. Ma famille a toujours été très traditionnelle. L'honneur avant tout. Une fille-mère est une honte pour eux. Certaines traditions méritent d'être brisées. » Observa Laurent une pointe de colère dans la voix. Élodie le regarda avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à cette réaction. « Oui, peut-être, mais c'est leur façon de voir le monde. Je ne peux pas les changer. » Laurent était sur le point de répondre quand Sophie fit irruption dans la pièce, rentrant de sa leçon de piano avec Henriette. « Papa, Élodie, regardez ce que j'ai appris aujourd'hui. » Elle se précipita vers le piano dans un coin du salon et commença à jouer maladroitement une version simplifiée de « Au clair de la lune ». Laurent et Élodie applaudirent quand elle eut terminé. La fillette rayonnant de fierté. C'était très bien. « Ma chérie », la félicita Laurent. « Élodie, tu peux me dessiner quelque chose ?» demanda Sophie en s'approchant. « Un chien, non des ailes d'ange. »« Non, papa, avec un chapeau rigolo. » Élodie sourit, amusée par l'enthousiasme de l'enfant. « Je peux essayer les trois si tu veux. » « Vraiment. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Maintenant ?» ?»« Sophie, » intervint Laurent. « Élodie n'est pas là pour te divertir. Elle a peut-être d'autres choses à faire. »« Ça ne me dérange pas, » assura Élodie. « Au contraire, ça me fait plaisir. » Elle se tourna vers une nouvelle page de son carnet et commença à esquisser rapidement. Sophie s'installa à côté d'elle, fascinée par les mouvements précis de son crayon. Laurent les observa un moment, frappé par la simplicité heureuse de cette scène domestique. Quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Son téléphone vibra, le ramenant à ses obligations. Un message de son assistante lui rappelait une réunion importante cet après-midi. Il soupira imperceptiblement. « Je dois retourner travailler, » annonça-t-il. « Sophie n'accapare pas trop Élodie, d'accord ? »« Promise, papa. » Avant de quitter la pièce, Laurent se tourna vers Élodie. « J'ai pensé. La véranda serait peut-être un bon endroit pour dessiner. La lumière y est excellente. Camille, ma femme, y avait installé un petit atelier. Sit down, this. Fournitures sont toujours là, dans les tiroirs du meuble d'angle. » Il vit l'hésitation d'Élodie. « Ce serait... Je ne sais pas si je devrais utiliser les affaires de votre femme. »« Elles ne servent à personne ainsi, » dit doucement Laurent. « Camille aurait aimé qu'elles soient utilisées par quelqu'un qui apprécie l'art autant qu'elle. »
Élodie le remercia d'un hochement de tête, touché par cette confiance. Laurent retourna à son bureau, mais eut du mal à se concentrer sur ses dossiers. Son esprit revenait sans cesse vers cette jeune femme au talent évident, dont la vie avait basculé de façon si injuste. Plus tard dans la journée, alors qu'il rentrait de sa réunion, Laurent fut accueilli par un spectacle inattendu. La véranda, autrefois espace déserté de l'appartement, s'était transformée. Élodie y avait effectivement installé un petit atelier. Les rideaux étaient grands ouverts, laissant entrer la lumière hivernale. Sur un chevalet retrouvé dans un placard, une toile blanche attendait. Des tubes de peinture, des pinceaux, une palette, tout avait été soigneusement disposé. Élodie elle-même n'était pas là, probablement occupée avec Théo, mais sa présence imprégnait désormais cet espace. Laurent s'approcha du chevalet et remarqua un petit carnet ouvert à côté. Des esquisses préparatoires y étaient tracées, le projet d'une vue de Paris sous la neige, apparemment. Il referma respectueusement le carnet, ne voulant pas s'immiscer dans ce processus créatif, mais se sentit étrangement ému, comme si une fenêtre longtemps condamnée venait de s'ouvrir à nouveau dans sa maison. Le soir venu, après le dîner préparé par Henriette, Laurent proposa à Élodie de la rejoindre au salon. Sophie était déjà couchée, et Théo dormait paisiblement dans son berceau. « Je voulais vous parler de quelque chose », commença Laurent, lui servant un thé. « J'ai réfléchi à votre situation. » Élodie se tendit imperceptiblement. « Je sais que notre séjour s'éternise. J'ai commencé à chercher des solutions. Dès que je trouve un travail et un logement... » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » l'interrompit doucement Laurent. « Vous êtes les bienvenus ici, aussi longtemps que nécessaire. En fait, je voulais vous proposer quelque chose. » Il prit une gorgée de son propre thé cherchant ses mots. « Je dirige une maison d'édition, comme vous le savez peut-être. Nous publions principalement des livres d'art et des beaux livres illustrés. Nous recherchons actuellement un illustrateur pour une collection de contes pour enfants. » Élodie le regardait avec surprise, commençant à comprendre où il voulait en venir. « J'ai vu vos dessins, Élodie. Vous avez un talent indéniable. Si vous êtes intéressé, j'aimerais vous proposer ce travail. Cela vous permettrait de gagner votre vie tout en exerçant votre art. » Elle resta silencieuse un moment, visiblement bouleversée par cette proposition inattendue. « Je ne sais pas quoi dire. C'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité, » précisa Laurent. « C'est une proposition professionnelle, basée sur vos compétences. Je ne vous offrirai pas ce travail si je n'étais pas convaincu de votre talent. »« Vous ne connaissez pas vraiment mon travail, » objecta-t-elle. « Quelques croquis ne suffisent pas. Alors montrez-moi plus, suggéra-t-il. Utilisez l'atelier, les matériaux. Préparez un portfolio et nous en reparlerons. Sans engagement de votre part. » Élodie semblait partagée entre espoir et méfiance. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Vous ne nous connaissez pas. » Laurent réfléchit à cette question légitime. Pourquoi, en effet? Était-ce simplement par compassion? Par solitude? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à admettre? Disons que Sophie avait raison, répondit-il finalement. Vous êtes apparu dans notre vie à un moment où nous avions besoin de changement, et vous méritez une chance de reconstruire la vôtre. Élodie le fixa longuement, comme si elle cherchait à lire en lui, à s'assurer de sa sincérité. Puis lentement, elle hocha la tête. « D'accord, je vais préparer ce portfolio, mais je veux que ce soit clair. Si vous me donnez ce travail, ce sera uniquement basé sur mes compétences. Pas par pitié. Uniquement sur vos compétences, » confirma Laurent. « Vous avez ma parole. » Ils restèrent un moment silencieux, sirotant leur thé, contemplant les flammes dans la cheminée. Une certaine complicité s'était établie entre eux, née de cette conversation honnête. « Parlez-moi de votre maison d'édition, » demanda finalement Élodie, semblant véritablement intéressée. Laurent sourit, heureux de ce changement de sujet. « Elle s'appelle Lumières. Elle a été fondée par mon père dans les années 70. À l'origine, c'était une petite structure spécialisée dans les livres de photographie. J'ai repris la direction il y a 12 ans et j'ai élargi notre catalogue aux beaux-arts, à l'architecture et plus récemment à la littérature jeunesse. »« C'est impressionnant, » admit Élodie. « Vous devez être fier de cette réussite. »« Je le suis, » reconnut-il. « Mais ces dernières années, depuis... » Il hésita. « Depuis le départ de Camille, j'ai un peu perdu la passion. Je fais mon travail mais sans la même étincelle. » Il ne savait pas pourquoi il lui confiait cela, lui qui d'habitude gardait ses sentiments pour lui. Mais il y avait quelque chose chez Élodie qui inspirait la confiance. « Je comprends, » dit-elle simplement. « Quand j'ai perdu l'accès à l'école des beaux-arts,
J'ai cru que je ne dessinerais plus jamais. Pendant des mois, je n'ai pas touché un crayon. Puis Théo est né, et j'ai eu envie de capturer chaque moment avec lui, même dans les pires conditions. L'arme est revenue différemment. Et maintenant, elle sourit légèrement. Maintenant, je sens que quelque chose renaît, comme si mes doigts se souvenaient de ce qu'ils savaient faire avant que tout ne bascule. Cette image de renaissance résonna profondément en Laurent. N'était-ce pas ce qu'il ressentait lui aussi à sa manière? Un frémissement de vie nouvelle, après une longue hibernation de l'âme? Leur conversation fut interrompue par un faible pleur venant de la chambre. Théo se réveillait. Élodie se leva immédiatement. Je ferais mieux d'y aller avant qu'il ne réveille Sophie. Laurent acquiesça, se levant également. Bien sûr. Bonne nuit, Élodie. Bonne nuit, Laurent, répondit-elle. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, réalisa-t-il, tandis qu'elle s'éloignait. Ce simple détail semblait marquer un tournant dans leur relation, une barrière invisible qui venait de tomber. Dans les jours qui suivirent, Laurent observa avec fascination la transformation d'Élodie. Elle passait plusieurs heures par jour dans l'atelier improvisé, travaillant sur des illustrations pendant que Théo dormait ou que Sophie jouait près d'elle. Parfois, il l'entendait fredonner doucement tout en dessinant, une mélodie simple et apaisante qui se diffusait dans l'appartement comme un parfum subtil. Une semaine après leur conversation, elle frappa timidement à la porte de son bureau, tenant une chemise cartonnée. « J'ai terminé quelques illustrations », annonça-t-elle. « Si vous voulez les voir ?» Laurent l'invita à entrer et déposa la chemise sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une dizaine d'illustrations réalisées avec différentes techniques. Aquarelle, crayon, encre de Chine, des scènes de contes classiques revisitées avec une sensibilité moderne, des personnages expressifs, des paysages oniriques, tout témoignait d'un talent évident et d'une vision artistique singulière. Mais ce qui frappa le plus Laurent fut un dessin différent des autres. Une scène simple, lui-même agenouillé devant Sophie près du grand sapin de la place de la Concorde, ajustant son écharpe. Un moment intime, capturé avec une tendresse qui le bouleversa. Comment avait-elle pu saisir cette scène alors qu'elle ne les connaissait pas encore? « C'est d'après le récit de Sophie », expliqua Élodie comme si elle lisait dans ses pensées. Elle m'a décrit ce moment avec tellement de détails que j'ai pu le visualiser. J'espère que ça ne vous dérange pas. « Non », murmura Laurent ému. « C'est parfait. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle, une connexion qui dépassait les mots. Pour la première fois depuis des années, Laurent sentit son cœur s'ouvrir à une possibilité qu'il croyait à jamais perdue. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Élodie et Théo dans la vie de Laurent et Sophie. Janvier déployait sur Paris un froid mordant, mais dans l'appartement du 7e arrondissement, une chaleur nouvelle s'était installée. Les illustrations d'Élodie pour la collection de contes avaient conquis non seulement Laurent, mais aussi son équipe éditoriale. Un contrat avait été signé, officialisant cette collaboration professionnelle qui lui permettrait de retrouver son indépendance financière progressivement. Ce soir-là, Laurent rentra plus tôt que d'habitude, portant un large carton qu'il déposa dans le vestibule avec précaution. Il trouva Élodie dans la véranda, concentrée sur une nouvelle illustration, tandis que Sophie, assise à ses pieds, feuilletait un livre d'images. Théo dormait paisiblement dans son couffin, bercé par la lumière douce de l'après-midi hivernal. « Bonsoir », annonça Laurent, s'arrêtant sur le seuil pour ne pas briser cette scène harmonieuse. Sophie bondit sur ses pieds. « Papa, tu es rentré tôt !» Élodie leva les yeux de son travail, un sourire spontané illuminant son visage. Ces derniers jours, Laurent avait remarqué qu'elle souriait plus souvent, de vrais sourires qui atteignaient ses yeux, pas ces expressions contrôlées qu'elle arborait à son arrivée. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il, s'avançant dans la pièce. « Enfin, une invitation plus exactement. »« Une invitation », répéta Sophie, trépignant déjà d'excitation. Laurent s'assit dans un fauteuil face à Élodie. Chaque année, la Fondation Lumières organise un gala de bienfaisance. C'est un événement important pour la maison d'édition où nous récoltons des fonds pour des programmes d'alphabétisation et d'accès à l'art pour les enfants défavorisés. C'est une belle initiative, commenta Élodie posant son crayon. Le gala a lieu samedi soir, au Petit Palais, poursuivit Laurent. Et j'aimerais que vous m'y accompagniez. Élodie parut surprise, presque déstabilisée par cette invitation. Moi? Mais je n'ai pas ma place dans ce genre d'événement. Au contraire, insista doucement Laurent. En tant que notre nouvelle illustratrice,
Votre présence serait tout à fait justifiée. Et puis, il hésita un instant. Cela me ferait plaisir que vous veniez. Sophie sauta sur place. Oh oui, Élodie, tu seras comme Cendrillon au bal. Élodie sourit à l'enfant, mais Laurent percevait son malaise. C'est très gentil, mais je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'occasion. Et Théo? Pour Théo, Henriette serait ravie de s'en occuper avec Sophie, proposa Laurent. Elle me l'a suggéré elle-même, figurez-vous. Cette information sembla surprendre Élodie. Les relations avec la gouvernante s'étaient certes améliorées, mais restaient empreintes d'une certaine réserve. Quant à la tenue, Laurent désigna le carton qu'il avait apporté. « J'ai peut-être une solution. Je ne peux pas accepter que vous m'achetiez des vêtements, » protesta immédiatement Élodie, sa fierté toujours intacte malgré sa situation. Laurent secoua la tête. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce sont des robes qui appartenaient à Camille. Elle était à peu près de votre taille, je crois. » Un silence ému suivit cette révélation. Laurent lui-même était surpris par sa propre initiative. Proposer à Élodie de porter les vêtements de Camille représentait un pas significatif, un geste qu'il n'aurait jamais imaginé faire quelques semaines plus tôt. « Je ne sais pas si je peux… » commença Élodie. Visiblement touchée mais hésitante. « Ce ne sont que des robes, » dit doucement Laurent. « Elles ne servent à personne, enfermées dans un placard. » Camille aimait s'habiller pour ces événements. Elle aurait détesté savoir que ces tenues ne sont plus portées, ne font plus briller les yeux de personne. « Papa dit vrai », intervint Sophie avec la simplicité désarmante de l'enfance. « Maman disait toujours que les jolies choses doivent être vues. » Élodie regarda tour à tour le père et la fille, puis hocha lentement la tête. « D'accord, j'accepte votre invitation. Merci. » Cette soirée-là, après que Sophie fut couchée, Élodie examina les robes que Laurent avait sorties de leur long sommeil. Des créations élégantes, témoins d'un goût raffiné, un goût que Laurent attribuait entièrement à Camille, qui avait toujours eu un sens inné de l'esthétique. Élodie en choisit une, d'un bleu profond, qui rappelait la couleur de ses yeux. Simple dans sa coupe mais somptueuse dans son tombé, elle semblait avoir été créée pour elle. Lorsqu'elle l'essaya et sortit timidement de sa chambre pour montrer le résultat à Laurent, celui-ci resta un instant sans voix. « Elle vous va. »« Parfaitement, » dit-il finalement. Un moment de silence chargé d'émotions s'installa entre eux, brisé par le gazouillis soudain de Théo. Ce rappel de la réalité les ramena tous deux sur terre, dissipant l'étrange tension qui s'était installée. Le soir du gala arriva rapidement. Laurent, en smoking noir classique, attendait dans le salon. Henriette, qui avait accepté de rester pour la soirée, préparait le bain de Sophie tout en surveillant Théo. « Tu es très beau, papa », commenta Sophie en tournant autour de lui. « Comme un prince », Laurent sourit, ajustant son nœud papillon. « Merci, ma chérie. Tu seras sage avec Henriette. T'as seen that promise. On va lire des histoires à Théo et jouer au jeu des ombres avec la lampe de poche. » Des pas légers dans le couloir attirèrent leur attention. Élodie apparut, et Laurent sentit son souffle se couper. La robe bleue épousait parfaitement sa silhouette, mettant en valeur sa grâce naturelle. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon simple, laissant quelques mèches encadrer son visage. Sans maquillage excessif, elle rayonnait d'une beauté authentique, qui n'avait rien à envier aux femmes sophistiquées qu'il croiserait ce soir. « Élodie !» s'exclama Sophie émerveillée. « Tu es une vraie princesse. » Élodie rougit légèrement. « Merci, Sophie. Je me sens un peu étrange. »« Vous êtes magnifique, » dit simplement Laurent, trouvant sa voix. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance peut-être de ce moment charnière. Cette soirée marquerait leur première apparition publique ensemble, en dehors du cocon protecteur de l'appartement. Henriette apparut à son tour, et Laurent fut surpris de voir un sourire appréciateur sur le visage habituellement réservé de la gouvernante. « Très élégante, mademoiselle Dufresne, » commenta-t-elle. « Cette couleur vous sied à merveille. »« Merci, madame Fournier, » répondit Élodie, touchée par ce compliment inattendu. Elle s'approcha ensuite de Théo, endormi dans son couffin. Se penchant, elle effleura sa joue d'un baiser. « C'est la première fois que je le quitte, » murmura-t-elle, une note d'inquiétude dans la voix. « Il sera entre de bonnes mains, » assura Laurent, « et nous ne serons pas loin. » Élodie hocha la tête, rassemblant son courage. Après les derniers conseils à Henriette et les embrassades à Sophie, ils quittèrent l'appartement. Dans la voiture qui les conduisait au Petit Palais, Laurent remarqua la nervosité croissante d'Élodie. Ses doigts jouaient avec le petit sac de soirée assorti à la robe, autre relique du passé de Camille. « Tout ira bien, » dit-il doucement.
Ce sont essentiellement des éditeurs, des écrivains, des artistes, des gens qui apprécieront votre talent. Je n'ai jamais assisté à ce genre d'événement, avoua-t-elle. Je ne sais pas comment me comporter, quoi dire. Soyez simplement vous-même, conseilla Laurent. C'est ce que j'apprécie chez vous, votre authenticité. Ces mots semblèrent l'apaiser un peu. Lorsque la voiture s'arrêta devant les marches illuminées du petit palais, Laurent sortit le premier et lui tendit la main pour l'aider à descendre. Le geste simple mais attentionné sembla la rassurer davantage. Le petit palais resplendissait de 1000 feux pour l'occasion. Des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur les invités qui évoluaient dans les salles majestueuses. Un orchestre de chambre jouait discrètement, créant une ambiance élégante, mais pas intimidante. Laurent guida Élodie à travers la foule, la présentant avec fierté comme notre nouvelle illustratrice de talent pour la collection Rêverie. Chaque fois, il notait le regard impressionné des personnes découvrant les premières esquisses qu'Élodie avait accepté de montrer sur une tablette numérique. « Votre travail est remarquable », commenta un critique d'art renommé. « Il y a une sensibilité, une émotion dans vos traits, qui rappellent les grands illustrateurs du siècle dernier, mais avec une modernité rafraîchissante. » Élodie acceptait ces compliments avec une grâce modeste qui, Laurent le remarquait, charmait tous ceux qu'elle rencontrait. Loin d'être déplacée dans ce milieu, elle semblait y trouver naturellement sa place, comme si elle avait toujours appartenu à cet univers. La soirée progressait agréablement lorsqu'une voix forte interpella Laurent. « Laurent Valentin, quel plaisir de te voir enfin sortir de ta tanière. » Une femme élégante d'une 50aine d'années s'approchait, verre de champagne à la main. Diane Mercier, veuve d'un célèbre industriel et figure incontournable de la haute société parisienne, était connue pour son implication dans diverses œuvres caritatives et pour sa langue acérée. Diane salua poliment Laurent. « Toujours un plaisir. » Le regard perçant de la femme se posa immédiatement sur Élodie. « Et qui est cette charmante personne ?»« Élodie Dufresne, notre nouvelle illustratrice, » présenta Laurent. « Élodie, voici Diane Mercier, une amie de longue date de la Fondation. »« Enchantée, » dit Élodie avec un sourire poli. Diane l'examina de la tête aux pieds, un sourire énigmatique aux lèvres. « Dufresne, ce nom ne me dit rien. D'où venez-vous, ma chère? Quelle école avez-vous fréquenté ?» La question, apparemment innocente, contenait une pointe d'élitisme que Laurent perçut immédiatement. Avant qu'il puisse intervenir, Élodie répondit avec une dignité tranquille. « Les Beaux-Arts de Paris. J'ai dû interrompre mes études avant l'obtention de mon diplôme. Mais j'ai eu la chance de rencontrer M. Valentin qui m'a offert cette opportunité professionnelle. » « Fascinant, » commenta Diane, son regard s'attardant sur la robe d'Élodie. Un éclair de reconnaissance traversa son visage. Cette robe, elle appartenait à Camille, n'est-ce pas? Laurent se raidit imperceptiblement. Diane avait été une amie proche de Camille, et bien sûr, elle reconnaissait ses vêtements. « Oui », confirma-t-il simplement. Un silence lourd s'installa. Élodie semblait soudain mal à l'aise, comprenant les implications de cette observation. « Intéressant », murmura Diane, sirotant son champagne. « Et vous vivez? Où exactement, mademoiselle Dufresne ?» La question délibérément indiscrète fit monter une vague de colère en Laurent. Mais avant qu'il puisse répondre, une autre femme du cercle de Diane se joignit à eux. « Diane, ma chérie, tu ne devineras jamais qui vient d'arriver » s'exclama-t-elle avant de remarquer Élodie. « Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas interrompre. »« Pas du tout, Hélène, » répondit Diane avec un sourire mielleux. « Je faisais justement la connaissance de mademoiselle Dufresne. Figure-toi que c'est elle, la jeune femme dont Joséphine nous parlait, celle que Laurent a trouvée à un arrêt de bus avec son bébé. » Le visage d'Élodie perdit toute couleur. Laurent sentit une fureur froide l'envahir. Joséphine, la femme de ménage du premier étage, avait visiblement alimenté les commérages de l'immeuble. « Tu es décidément plein de surprises, Laurent, » poursuivit Diane, feignant l'admiration. Recueillir une jeune mère dans le besoin, lui offrir un toit, un travail et maintenant les robes de Camille. Quelle générosité! Chaque mot était prononcé avec une fausse bienveillance qui ne masquait pas le jugement sous-jacent. Laurent s'apprêtait à répliquer vertement lorsqu'Élodie posa délicatement sa main sur son bras. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle avec une dignité qui força l'admiration de Laurent. « Je dois prendre un peu l'air. » Elle s'éloigna gracieusement, la tête haute, ne laissant rien transparaître de la blessure que Laurent savait profonde. « Diane, dit-il d'une voix contenue mais glaciale, tu me déçois profondément.
Ce comportement est indigne de toi et de l'amitié que tu prétends avoir eue pour Camille. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons pour rejoindre Élodie. Il la chercha dans plusieurs salles, avant de l'apercevoir finalement sur une terrasse extérieure, seule face à la nuit parisienne. Malgré le froid, elle se tenait droite, contemplant les lumières de la ville comme pour y puiser une force nouvelle. Laurent s'approcha lentement, retirant sa veste pour la poser sur les épaules d'Élodie. Elle ne se retourna pas, mais accepta ce geste avec un léger hochement de tête. « Je suis désolé, dit-il simplement. » Les paroles de Diane étaient inacceptables. « Elle n'a fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, » répondit Élodie, sa voix calme malgré la douleur perceptible. La pauvre fille ramassée par charité. La mère célibataire qui profite de la générosité d'un homme influent. « Ce n'est pas ce que vous êtes, » affirma Laurent avec force. « Et ce n'est pas ainsi que je vous vois. » Elle se tourna enfin vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. « Comment me voyez-vous alors ?» La question directe et vulnérable suspendit le temps entre eux. Laurent réalisa qu'il devait être totalement honnête, pour elle comme pour lui-même. « Je vois une femme d'une force et d'une dignité extraordinaires. Une artiste talentueuse dont la carrière a été injustement interrompue. Une mère prête à tout pour son enfant. Une personne qui, malgré les épreuves, n'a jamais perdu sa capacité à voir la beauté du monde et à la transmettre. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Vous n'avez pas à vous justifier, Élodie, ni de votre présence ici ce soir, ni de votre place dans ma maison, ni de votre droit à porter cette robe. Vous ne devez d'explication à personne. » Des flocons de neige commençaient à tomber doucement autour d'eux, comme pour isoler cet instant du reste du monde. Élodie leva les yeux vers le ciel nocturne, laissant les cristaux glacés effleurer son visage. « Pendant si longtemps, murmura-t-elle, j'ai été invisible. Juste une autre jeune femme en difficulté, un cas social, un dossier pour les services sociaux. Même ma propre famille ne me voyait plus comme une personne, juste comme une honte à cacher. » Elle baissa les yeux, croisant le regard de Laurent. « Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu, pas comme un projet caritatif, pas comme un problème à résoudre. Juste comme moi. » Ces mots résonnèrent profondément en Laurent. N'était-ce pas ce qu'il cherchait lui aussi, être vu pour lui-même au-delà du veuf, du père seul, de l'homme d'affaires? « Rentrons, » suggéra-t-il doucement. « Cette soirée a assez duré. » Élodie acquiesça, serrant la veste de Laurent autour de ses épaules. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il lui offrit son bras. Elle hésita un instant, puis posa sa main au creux de son coude, un geste simple mais chargé d'une confiance nouvelle. Dans la voiture qui les ramenait, un silence confortable s'installa. La neige tombait plus drue maintenant, transformant Paris en un paysage féerique. Laurent observait discrètement le profil d'Élodie, découpé par les lumières intermittentes de la ville. Elle semblait perdue dans ses pensées, mais plus apaisée. « Merci, » dit-elle soudain sans détourner son regard de la fenêtre. « Pour tout. » Laurent comprit que ces remerciements allaient de bien au-delà de la soirée. Ils englobaient ces semaines de cohabitation, cette chance professionnelle, cette dignité retrouvée, mais surtout, il reconnaissait cette façon dont il la voyait, pleinement, entièrement, au-delà des circonstances qui les avaient réunis. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, surprise. « De quoi ?»« D'avoir fait entrer à nouveau la vie dans notre maison. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de l'habitacle, et quelque chose d'indicible passa entre eux, une promesse non formulée, un avenir qui commençait peut-être à s'esquisser. Dehors, Paris s'habillait de blanc, comme pour offrir une page vierge à cette histoire en train de s'écrire. Les semaines suivant le gala apportèrent un rythme nouveau à la vie dans l'appartement du 7e arrondissement. Élodie travaillait régulièrement sur les illustrations pour la collection Rêverie, partageant son temps entre la véranda transformée en atelier et les soins à Théo qui, à presque 2 mois, commençait à offrir ses premiers sourires conscients. Laurent observait avec fascination cette évolution, tant celle du bébé que celle de sa mère, qui semblait s'épanouir chaque jour davantage sous son toit. Ce matin-là, un dimanche de fin janvier, Laurent proposa une promenade au Luxembourg. La neige avait cessé depuis quelques jours, laissant place à un froid sec mais ensoleillé. « Le parc est magnifique quand il est givré », expliqua-t-il, tandis qu'il se préparait. Et Sophie adore y nourrir les oiseaux en hiver. La petite fille sautillait déjà d'impatience, emmitouflée dans son manteau rouge. Élodie avait soigneusement préparé Théo, le protégeant du froid avec plusieurs couches de vêtements et une couverture épaisse dans sa poussette. Un cadeau que Laurent avait fait la semaine précédente
insistant sur son aspect pratique plutôt que sur sa générosité. Ils marchèrent jusqu'au parc, profitant du soleil hivernal. Laurent observait avec tendresse la façon dont Sophie tenait la main d'Élodie, bavardant sans cesse, lui montrant chaque détail qui attirait son attention. Un oiseau rare, une vitrine décorée, un chien particulièrement élégant. La petite fille s'était profondément attachée à Élodie, la considérant déjà comme une partie intégrante de leur famille. Le jardin du Luxembourg offrait ce jour-là un spectacle enchanteur. Les allées bordées d'arbres centenaires scintillaient sous le givre, et le bassin central reflétait le ciel d'un bleu limpide. Quelques enfants jouaient sous la surveillance de leurs parents, profitant de cette accalmie hivernale. Sophie courait devant eux, impatiente d'atteindre le kiosque, où l'on vendait des sachets de graines pour les oiseaux. Laurent poussait la poussette de Théo, tandis qu'Élodie marchait à ses côtés, son visage illuminé par le soleil, et par un bonheur simple qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. « Merci pour cette idée, dit-elle doucement. Cela fait des mois que je n'ai pas profité d'une promenade sans but, juste pour le plaisir. » Laurent sourit. Parfois, les plaisirs les plus simples sont ceux qui nous manquent le plus. Ils s'installèrent près du grand bassin. Sophie, munie de son sachet de graines, s'amusait à attirer les moineaux et les pigeons qui se disputaient ses offrandes. Laurent et Élodie s'assirent sur un banc ensoleillé, la poussette de Théo placée face à eux pour profiter de leur attention conjointe. « Il a vos yeux », observa Laurent en regardant le bébé qui les fixait avec curiosité. « Ce bleu intense », Élodie sourit. « Ma mère disait toujours que c'était la seule chose de valeur qu'elle m'avait transmise. » C'était la première fois qu'elle évoquait sa mère sans amertume, nota Laurent. Peut-être que le temps commençait à apaiser certaines blessures. Leur moment paisible fut interrompu par une voix féminine qui appela soudain « Élodie, Élodie Dufresne ?» Ils se retournèrent ensemble. Une femme élégante d'une 50aine d'années se tenait à quelques pas, le visage figé dans une expression de surprise. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son manteau de cachemire gris témoignaient d'une aisance financière certaine. Laurent sentit immédiatement Élodie se raidir à ses côtés. Son visage avait perdu toute couleur. « Maman », murmura-t-elle si bas qu'il l'entendit à peine. La femme s'approcha, son regard allant d'Élodie à Théo, puis à Laurent, évaluant rapidement la situation. Ses traits, qui ressemblaient tant à ceux d'Élodie, se durcirent progressivement. « Alors c'est vrai, dit-elle d'une voix contrôlée mais glaciale, tu as gardé cet enfant. » Élodie se leva lentement, comme pour faire face à cette confrontation inattendue. « Oui, maman. Je te présente Théo, mon fils. » Madame Dufresne ignora délibérément le bébé, fixant sa fille avec un mélange de déception et de colère contenue. « J'espérais que les rumeurs étaient fausses, que tu avais retrouvé la raison. » Laurent se leva à son tour, instinctivement protecteur. « Madame, je suis Laurent Valentin. Votre fille et son enfant sont mes invités. » La femme lui jeta un regard où se mêlaient curiosité et méfiance. « Valentine, de la maison d'édition ?» « En effet, » confirma-t-il poliment mais fermement. Un éclair de compréhension traversa le visage de Madame Dufresne. « Je vois, Élodie a toujours eu un talent certain pour se faire des relations utiles. » Cette insinuation fit monter le rouge aux joues d'Élodie. « Maman, je t'interdis de... » « Tu n'es pas en position d'interdire quoi que ce soit, » l'interrompit sa mère. « Pas après la façon dont tu as déshonoré notre famille. Ton père est dévasté. Ta sœur ne peut plus inviter ses amis sans entendre des commentaires désobligeants sur sa sœur aînée, la fille-mère. » Chaque mot semblait frapper Élodie comme un coup physique. Laurent était partagé entre l'envie d'intervenir et le respect de ce qui restait, malgré tout une affaire familiale. « Je n'ai déshonoré personne, » répondit finalement Élodie, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai choisi d'assumer mes responsabilités, de garder mon enfant, de lui offrir une vie digne malgré les difficultés. Où est la honte dans ce choix ?» Madame Dufresne eut un rire sec, dénué d'humour. « La honte, elle est dans cette situation même. Une fille de bonne famille qui se retrouve à dépendre de la charité d'un étranger avec un bâtard sans père. » Cette fois, Laurent ne put se contenir. « Madame, je vous prierai de surveiller votre langage. Votre petit-fils ne mérite pas d'être qualifié ainsi, et votre fille mérite votre respect, sinon votre soutien. »« Mon petit-fils ?» répéta Madame Dufresne scandalisée. « Cet enfant n'est pas de notre famille. » Pas tant qu'Élodie persiste dans cette voie. Élodie, qui avait gardé son calme jusque-là, pâlit davantage. « Quelle voie suggères-tu, maman ? Que j'abandonne mon fils ?
Que je le fasse adopter pour préserver votre précieuse réputation? Ce serait la solution raisonnable, oui, affirma sa mère sans hésitation. Il y a tant de couples respectables qui cherchent à adopter. Cet enfant aurait une vraie famille, et toi tu pourrais reprendre ta vie, terminer tes études, te marier convenablement. Laurent sentit la colère monter en lui face à cette froideur calculatrice. Mais avant qu'il puisse intervenir, Sophie, qui s'était rapprochée sans qu'il ne la remarque, prit la parole. « Mais Théo a déjà une famille, dit-elle avec l'innocence désarmante de l'enfance. Il a Élodie qui est sa maman, et nous qui l'aimons très fort. » Madame Dufresne baissa les yeux vers la petite fille, visiblement déstabilisée par cette intervention inattendue. « Les enfants ne comprennent pas ces choses-là, dit-elle d'une voix radoucie. « Un jour tu comprendras, ma petite. »« Je comprends que vous êtes méchante avec Élodie, » répliqua Sophie, son regard habituellement doux devenu accusateur. « Maman disait qu'on ne doit jamais être méchant avec ceux qu'on aime. » Laurent posa une main apaisante sur l'épaule de sa fille. « Sophie, s'il te plaît, va nourrir les oiseaux un peu plus loin. » La petite hésita, jetant un regard inquiet à Élodie, puis s'éloigna à contre-cœur. Madame Dufresne suivit l'enfant des yeux, puis se retourna vers sa fille. « Écoute-moi bien, Élodie. Ton père et moi sommes prêts à te pardonner, à t'accueillir à nouveau, mais à une seule condition. »« Laquelle ?» demanda Élodie, bien qu'elle semblât connaître déjà la réponse. « Que tu fasses adopter cet enfant. Que tu tournes cette page et reviennes à la raison. » Un silence lourd suivit cette déclaration. Élodie regarda son fils qui s'était endormi paisiblement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Puis elle releva la tête, et Laurent fut frappé par la détermination tranquille qui émanait d'elle. « Tu me demandes de choisir entre ma famille d'origine et mon enfant, dit-elle lentement. Je pensais que ce choix avait déjà été fait, le jour où père m'a mise à la porte. Mais puisqu'il faut le reformuler, je choisis Théo, aujourd'hui et tous les jours à venir. » Le visage de Madame Dufresne se durcit. « Alors nous n'avons plus rien à nous dire. »« Apparemment non, » confirma Élodie, la voix brisée mais résolue. « Ne viens pas pleurer quand on... bienfaiteur. » Madame Dufresne désigna Laurent d'un geste méprisant. « Se lassera de jouer au sauveur. » Sur ces paroles cruelles, elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas rapide, sans un regard en arrière. Élodie resta immobile, regardant sa mère disparaître dans l'allée principale du parc. Laurent s'approcha doucement, ne sachant que dire face à tant de dureté. Il posa simplement une main sur son épaule, un geste de soutien silencieux. « Je suis désolé, » murmura-t-il enfin. Élodie secoua la tête, comme pour chasser les larmes qui menaçaient. « Je savais que c'était ainsi. Je l'ai toujours su. Personne ne mérite d'être traité de cette façon, surtout pas par ses parents. » Elle se tourna vers lui, un sourire triste aux lèvres. « C'est étrange. Pendant des mois, j'ai espéré les croiser par hasard, leur montrer Théo, leur prouver que je m'en sortais. Et maintenant que c'est arrivé, je me sens juste vide. » Sophie revint vers eux, son sachet de graines vide, son visage enfantin empreint d'une préoccupation qui ne correspondait pas à son âge. Elle prit la main d'Élodie dans la sienne. « Tu es triste ?» demanda-t-elle simplement. Élodie s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Un peu, oui, mais ça va passer. »« Tu sais, » dit Sophie avec gravité, « quand maman est partie au ciel, j'étais très triste aussi. Papa m'a dit que c'est normal d'être triste, mais qu'il faut se rappeler qu'on a encore des gens qui nous aiment. » Ces mots simples, cette sagesse enfantine, touchèrent Élodie au plus profond. Elle attira Sophie dans une étreinte spontanée. « Ah, tu as raison, Sophie. Merci de me le rappeler. » Laurent observait cette scène avec émotion. L'instinct maternel d'Élodie ne se limitait pas à Théo. Il englobait naturellement Sophie, cet enfant qui avait tant besoin d'une présence féminine dans sa vie. « Rentrons, » suggéra-t-il doucement. « Il commence à faire froid. » Le retour se fit dans un silence méditatif. Élodie poussait la poussette de Théo perdue dans ses pensées. Laurent marchait à ses côtés, Sophie entre eux deux, tenant la main de chacun, comme une famille. Réalisa-t-il avec un mélange de surprise et d'évidence. De retour à l'appartement, Élodie s'occupa de Théo, avec une attention particulière, comme si la confrontation avec sa mère avait renforcé son besoin de protéger son fils. Laurent respecta sa distance, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour digérer cet événement douloureux. Ce soir-là, après le dîner, alors que Sophie était couchée et que Théo dormait paisiblement, Laurent rejoignit Élodie dans le salon. Elle était assise près de la fenêtre, contemplant les lumières de Paris, un carnet de croquis abandonné sur ses genoux. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il doucement.
Elle hocha la tête, lui offrant un faible sourire. Laurent s'assit dans le fauteuil voisin, respectant son espace personnel tout en lui offrant sa présence. « Je voudrais m'excuser pour aujourd'hui, » dit-il après un moment. « Si j'avais su qu'il y avait un risque de croiser votre mère... » « Vous n'avez pas à vous excuser, » l'interrompit Élodie. « Vous ne pouviez pas savoir. Et cette rencontre était peut-être nécessaire pour que je comprenne définitivement que certaines portes sont fermées à jamais. » Laurent percevait la tristesse derrière cette acceptation. « Les familles sont parfois complexes, mais sachez que vous n'êtes pas seule, Élodie. » Elle tourna son regard vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. « Je le sais, et c'est ce qui me permet de tenir. Sophie, cette maison, c'est devenu un refuge que je n'espérais plus. » Un silence confortable s'installa entre eux. Laurent observait son profil délicat découpé par la lumière tamisée du salon, notant la force tranquille qui émanait d'elle malgré les épreuves. « Savez-vous ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui ?» dit-il finalement. « C'est votre certitude. Face à cet ultimatum cruel, vous n'avez pas hésité une seconde. » Élodie esquissa un sourire plus authentique. « Comment aurais-je pu? Théo est ma vie maintenant. On ne coupe pas une partie de soi-même pour plaire aux autres, même à sa famille. » Cette réflexion résonna profondément en Laurent. N'avait-il pas, d'une certaine façon, coupé une partie de lui-même après la disparition de Camille? Sa capacité à ressentir, à s'ouvrir aux autres, à envisager un avenir différent? « Vous m'impressionnez, Élodie, » avoua-t-il doucement. « Votre force, votre détermination, c'est rare. » Elle parut surprise par ce compliment sincère. « Je ne me sens pas particulièrement forte. J'essaie juste de faire ce qui me semble juste jour après jour. » « C'est précisément cela la vraie force, » affirma Laurent. « Pas les grands gestes héroïques, mais cette persévérance quotidienne, cette fidélité à soi-même malgré les obstacles. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, une reconnaissance des épreuves traversées et surmontées. Élodie baissa les yeux vers son carnet, puis le tendit timidement à Laurent. « J'ai fait quelque chose, après notre retour du parc. Pour exorciser peut-être. » Laurent prit le carnet avec précaution. Sur la page ouverte, Élodie avait dessiné une aquarelle délicate, une maison chaleureuse sous la neige, avec 4 silhouettes se tenant par la main devant elle. Un homme, une jeune femme portant un bébé et une petite fille. Derrière eux se dressait un grand arbre, symbole d'enracinement et de protection. « C'est nous, » murmura Laurent profondément ému. « C'est ainsi que je nous vois, » confirma Élodie à voix basse. « Une famille. » Improvisé, inattendu, mais réel. Ce mot « famille » résonna dans le silence du salon comme une vérité longtemps tue mais désormais évidente. Laurent contempla le dessin, y reconnaissant l'expression de quelque chose qu'il commençait lui-même à ressentir. L'émergence d'une nouvelle constellation familiale, différente mais tout aussi valide que celle qu'il avait perdue. Sophie m'a demandé ce soir en s'endormant si nous étions une vraie famille maintenant, dit-il doucement. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Élodie le regarda, une vulnérabilité nouvelle dans ses yeux. « Et que pensez-vous? Sommes-nous? Pourrions-nous être ?» Elle ne termina pas sa phrase comme si elle craignait d'en dire trop, d'espérer trop. Laurent comprit l'importance cruciale de ce moment, de sa réponse. « Je pense, dit-il lentement, choisissant ses mots avec soin, que les familles se construisent de bien des façons. Certaines par le sang, d'autres par le choix. Et parfois les plus solides sont celles que l'on choisit jour après jour. » Il fit une pause, puis ajouta « Et je choisis de croire que ce que nous construisons ici, ensemble, a de la valeur. Que cela peut devenir quelque chose de durable. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes, mais c'étaient des larmes différentes de celles de l'après-midi. Non plus de douleur, mais d'espoir, peut-être même de joie. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. Pour m'avoir vu quand j'étais invisible. » Laurent tendit la main, couvrant la sienne d'un geste simple mais significatif. « C'est vous qui m'avez appris à voir à nouveau, Élodie, à voir au-delà de ma propre douleur. » Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, scellant une promesse tacite. Dehors, Paris scintillait sous les étoiles d'hiver, témoin silencieux de cette nouvelle histoire qui s'écrivait, page après page, dans l'appartement du 7e arrondissement. Février déployait sur Paris un ciel gris et mélancolique, mais dans l'appartement de Laurent, une chaleur nouvelle s'était installée. Les jours passaient, rythmés par le travail d'Élodie sur les illustrations de la collection Rêverie, les progrès de Théo qui commençait à gazouiller joyeusement et les rires de Sophie qui semblait s'épanouir dans cette constellation familiale improvisée. L'inauguration de la galerie d'Élodie
organisé par Laurent comme une surprise, avait été un succès retentissant. Dans un espace intimiste du Marais, il avait exposé une sélection de ses œuvres, des aquarelles délicates captant l'essence de Paris, des portraits saisissants de Sophie et Théo, et bien sûr, ce dessin emblématique de Laurent agenouillé devant le grand sapin, ajustant l'écharpe de sa fille. Ce tableau, acquis discrètement par un collectionneur influent, avait déclenché un intérêt soudain pour le travail de la jeune artiste. Ce soir-là, après la fermeture de l'exposition, Laurent avait offert la galerie à Élodie, un espace à elle, où elle pourrait exposer, créer, rencontrer d'autres artistes. Face à sa protestation initiale, il avait simplement répondu « Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. En vous, en votre talent. » Ce geste, plus que tous les autres, avait marqué un tournant dans leur relation. Ce n'était plus seulement un toit partagé, une cohabitation née des circonstances. C'était une reconnaissance profonde de sa valeur, un engagement envers son avenir. Depuis cette soirée, quelque chose avait changé entre eux, des regards plus longs, des effleurements de mains qui s'attardaient, des conversations nocturnes près de la cheminée lorsque les enfants dormaient, autant de signes d'une intimité grandissante qu'aucun des deux n'osait encore nommer. En ce vendredi soir de fin février, Laurent rentra plus tôt que d'habitude, impatient de retrouver la quiétude de son foyer après une journée de négociations intenses. L'appartement était inhabituellement silencieux. Henriette, qui avait progressivement accepté la présence d'Élodie et de Théo comme une évidence, l'accueillit avec une expression préoccupée. « Bonsoir, monsieur », dit-elle en prenant son manteau. Mademoiselle Sophie s'est couchée tôt ce soir. Elle semblait fatiguée après l'école. Laurent fronça les sourcils. « Fatiguée ? Elle n'est pas malade, j'espère. Elle n'a pas de fièvre, » le rassura Henriette. Mais elle était inhabituellement calme. Mademoiselle Dufresne a insisté pour qu'elle se repose. Elle est avec elle maintenant, lui lit une histoire. Laurent hocha la tête, rassuré par cette information. « Et Théo, endormi dans son berceau ? Un ange, ce petit », ajouta Henriette avec un sourire qui révélait l'affection grandissante qu'elle portait à l'enfant. Laurent se dirigea vers la chambre de Sophie, s'arrêtant sur le seuil pour observer la scène qui s'offrait à lui. Élodie était assise au bord du lit, un livre ouvert sur les genoux, sa voix douce récitant les aventures d'un héros enfantin. Sophie, blottie sous sa couette, l'écoutait avec une attention presque solennelle, ses yeux brillants fixés sur le visage de la jeune femme. Il resta là un moment invisible, savourant ce tableau domestique qui lui semblait désormais si naturel, si juste. Comment avait-il pu vivre sans cette présence avant? Comment l'appartement avait-il pu lui sembler complet alors qu'il manquait cette pièce essentielle? Élodie termina l'histoire et ferma doucement le livre. « Il est temps de dormir maintenant, ma puce. »« Encore une, » négocia Sophie, étouffant un bâillement. « Demain, » promit Élodie en remontant la couverture sous son menton. « Tu as besoin de repos. » Elle se pencha pour déposer un baiser sur le front de l'enfant, un geste maternel si naturel qu'il serra le cœur de Laurent. Sophie enroula ses bras autour du cou d'Élodie dans une étreinte spontanée. « Je t'aime, Élodie », murmura-t-elle, la simplicité enfantine de cette déclaration rendant l'émotion plus pure encore. Laurent vit Élodie se figer imperceptiblement, puis rendre l'étreinte avec une tendresse infinie. « Je t'aime aussi, Sophie. » C'est à cet instant que Laurent choisit de signaler sa présence, touché par cet échange mais ne voulant pas l'interrompre indûment. Il frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Bonsoir, mes deux préférés, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Papa !» s'exclama Sophie, son visage s'illuminant malgré sa fatigue. Élodie me lisait l'histoire du petit dragon qui avait peur du feu. « Une histoire passionnante, j'en suis sûr, » dit-il en s'approchant pour embrasser sa fille. Il remarqua alors ses joues inhabituellement roses, ses yeux un peu trop brillants. « Tu te sens bien, ma chérie ?»« Juste un peu fatiguée, » répondit Sophie en se blottissant dans son oreiller. « Mais ça va. » Laurent échangea un regard préoccupé avec Élodie, qui haussa légèrement les épaules, indiquant qu'elle avait déjà vérifié l'absence de fièvre. « Alors dors bien, » dit-il doucement. « Je viendrai te voir avant de me coucher. » Sophie hocha la tête, ses paupières déjà lourdes. Laurent et Élodie quittèrent la chambre sur la pointe des pieds, laissant la veilleuse diffuser sa lueur rassurante. Dans le couloir, Laurent s'arrêta, gardant la voix basse pour ne pas réveiller Théo dont la chambre était proche. « Axe, elle va bien ?»« Je pense que c'est juste de la fatigue, » répondit Élodie sur le même ton. « Elle a beaucoup joué à l'école aujourd'hui, d'après ce qu'elle m'a raconté, mais je la surveillerai cette nuit. »
Cette promesse, faite avec tant de naturel, témoignait de la place qu'Élodie avait prise dans leur vie, non plus une invitée, mais une présence essentielle, attentive, aimante. « Merci », dit simplement Laurent, touché par cette sollicitude. « Avez-vous dîné ?»« Pas encore. J'attendais que les enfants soient couchés. » Laurent sourit à cette formulation. « Les enfants », comme si Sophie et Théo formaient déjà une fratrie unie. « Alors dînons ensemble. J'ai apporté des plats du traiteur italien que vous aimez tant. » Ils s'installèrent dans la cuisine, préférant son atmosphère intime à la salle à manger plus formelle. Tout en partageant le repas, ils discutèrent de leur journée, les avancées d'Élodie sur ses illustrations, les négociations de Laurent pour l'acquisition d'une petite maison d'édition spécialisée dans la poésie contemporaine. Une conversation ordinaire, quotidienne, mais empreinte d'une complicité qui rendait chaque moment précieux. « J'ai eu des nouvelles encourageantes aujourd'hui », annonça Élodie, en servant un peu de vin à Laurent. La galerie commence à attirer l'attention. Un magazine d'art souhaite faire un article sur mon travail. C'est merveilleux, s'enthousiasma Laurent, sincèrement heureux pour elle. Je savais que cela arriverait. Votre talent mérite d'être reconnu. Élodie rougit légèrement sous ce compliment. C'est grâce à vous. Sans votre soutien. Non, l'interrompit doucement Laurent. C'est entièrement grâce à vous. Votre persévérance, votre travail, votre vision unique. Je n'ai fait que créer les conditions pour que votre talent s'exprime. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, chargés d'une émotion qui dépassait la simple gratitude. Laurent sentit son cœur s'accélérer devant la beauté simple d'Élodie. Non pas une beauté conventionnelle ou apprêtée, mais celle, plus profonde, qui émanait de sa force intérieure, de sa gentillesse, de son authenticité. Le moment fut interrompu par un léger bruit provenant de la chambre de Sophie. Ils se levèrent simultanément, partageant la même inquiétude instinctive. La petite fille était assise dans son lit, l'air désorienté, le visage empourpré. Lorsque Laurent posa une main sur son front, il le trouva brûlant. « Elle a de la fièvre », constata-t-il avec inquiétude. Élodie s'assit au bord du lit, prenant la main de Sophie dans la sienne. « Depuis quand te sens-tu mal, ma puce ?»« J'ai chaud », murmura Sophie, ses yeux inhabituellement brillants. « Et ma tête tourne. »« Je vais chercher le thermomètre, » dit Laurent, se dirigeant vers la salle de bain. Lorsqu'il revint, Élodie avait déjà retroussé les manches de Sophie et appliquait une serviette humide sur son front. Ses gestes étaient précis, efficaces, témoignant d'une expérience maternelle que Laurent observa avec gratitude. Le thermomètre confirma leur crainte. 39,2 degrés. Une passe, fièvre élevée qui, sans être alarmante, nécessitait une attention particulière. « Je vais lui donner du paracétamol », décida Laurent, allant chercher le médicament. Pendant l'heure qui suivit, ils veillèrent ensemble sur Sophie, alternant les compresses fraîches, lui parlant doucement pour la rassurer lorsque la fièvre provoquait des tremblements ou une légère confusion. Élodie fredonnait parfois des berceuses, caressant les cheveux moites de l'enfant avec une tendresse infinie. Vers minuit, Sophie s'assoupit enfin, la fièvre légèrement retombée sous l'effet du médicament. Laurent et Élodie restèrent à son chevet, installés dans des fauteuils rapprochés du lit, déterminés à surveiller son sommeil. « Vous devriez vous reposer », suggéra Laurent à voix basse. « Je peux veiller seul. » Élodie secoua la tête. « Je préfère rester. De toute façon, je dois me lever dans 2 heures pour nourrir Théo. » Laurent acquiesça, touché par cette dévotion. Ils restèrent ainsi, dans la pénombre de la chambre d'enfant, unis par leurs préoccupations communes. À un moment, sans vraiment y penser, Laurent prit la main d'Élodie dans la sienne. Elle ne la retira pas. « Merci d'être là », murmura-t-il. « Pour elle. Pour nous ?» Élodie tourna vers lui un regard d'une intensité bouleversante. « C'est moi qui devrais vous remercier. Pour tout ce que vous avez fait pour Théo et moi. »« Ce n'est pas un échange de services, Élodie, » dit-il doucement. « C'est autre chose. » Le mot qu'il n'osait prononcer, amour, flotta entre eux, aussi tangible que leurs mains entrelacées. Élodie sembla le percevoir car son regard s'adoucit, se teinta d'une émotion nouvelle. « Je sais, » murmura-t-elle simplement. Vers 3 heures du matin, Sophie s'agita dans son sommeil, gémissant faiblement. La fièvre était remontée plus forte encore. Son petit corps tremblait, ses joues étaient écarlates. « Chama est là. Je veux elle !» balbutia-t-elle dans un demi-délire mêlant français et mots inventés. « La maman de Théo !» Laurent, alarmé, appliqua une nouvelle compresse sur son front. « Je suis là, ma chérie. Papa est là. » Mais Sophie continuait d'appeler, les yeux mi-clos, Élodie. « Je veux Élodie. » Celle-ci, qui s'était absentée pour s'occuper de Théo,
revint à cet instant précis. Sans hésitation, elle prit place au bord du lit, attirant doucement Sophie contre elle. « Je suis là, ma puce, murmura-t-elle en caressant les cheveux de l'enfant. « Tout va bien, je suis là. » Comme par magie, Sophie se calma immédiatement, se blottissant contre Élodie avec un soupir de soulagement. La jeune femme commença à chanter doucement. Une mélodie simple et apaisante qui semblait avoir un effet immédiat sur l'enfant fiévreuse. Laurent, debout à côté du lit, observait cette scène avec une émotion indescriptible. Le naturel avec lequel Élodie prenait soin de Sophie, la confiance absolue que sa fille plaçait en elle, tout cela réveillait en lui des souvenirs douloureux mais précieux de Camille. Non pas que les deux femmes se ressemblaient physiquement, mais cette qualité de présence, cette tendresse instinctive lui rappelait ce qu'il avait perdu et, miracle inattendu, retrouvé. Submergé par l'émotion, il s'éclipsa silencieusement, se dirigeant vers la véranda. La nuit parisienne s'étendait devant lui, constellée de lumières qui scintillaient comme autant d'étoiles terrestres. Il resta là, immobile, tentant de mettre de l'ordre dans le tourbillon de ses sentiments. Pour la première fois depuis 2 ans, il se sentait prêt à aimer à nouveau, prêt à reconstruire, prêt à envisager un avenir qui ne serait pas seulement défini par sa perte. Cette réalisation l'emplissait à la fois de joie et d'une étrange culpabilité. Comme si aimer Élodie trahissait d'une certaine façon la mémoire de Camille. Et pourtant, n'était-ce pas Camille elle-même qui lui avait fait promettre dans ses derniers moments de continuer à vivre pleinement? « Sois heureux, Laurent », avait-elle murmuré. « Trouve quelqu'un qui t'aimera, qui aimera Sophie. Ne reste pas seul par loyauté envers moi. » Il avait acquiescé alors pour la rassurer sans vraiment y croire. Comment aurait-il pu imaginer qu'une jeune femme rencontrée par hasard un soir de Noël deviendrait si essentielle à sa vie, à leur vie? Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas Élodie approcher. Sa voix douce le fit sursauter légèrement. « Sophie s'est rendormie », annonça-t-elle. La fièvre a un peu baissé. Laurent se tourna vers elle, reconnaissant. « Merci. Elle vous a réclamé spécifiquement, vous savez ?» Élodie sourit, touchée. « Les enfants sont ainsi. Ils s'attachent facilement. » « Ce n'est pas seulement cela, dit Laurent, soudain déterminé à exprimer ce qu'il ressentait. « Sophie a besoin de vous. Elle vous aime. Et moi aussi, je... » Il s'interrompit, surpris par ses propres paroles, par cette vérité qui avait surgi sans préavis. Élodie le regardait, ses yeux bleus écarquillés, attendant qu'il termine sa phrase. « Je tiens énormément à vous, » reformula-t-il prudemment. « Ces derniers mois ont été... une renaissance. Grâce à vous. » Élodie s'approcha, son visage reflétant un mélange d'espoir et d'incertitude. « Laurent, je... » Un cri aigu provenant de la chambre de Théo interrompit ce moment crucial. Un cri différent des pleurs habituels du nourrisson, plus strident, plus alarmant. Élodie se précipita, Laurent sur ses talons. Théo, habituellement si paisible, s'agitait dans son berceau, le visage rouge et crispé, les poings serrés. Lorsqu'Élodie le prit dans ses bras, elle poussa une exclamation effrayée. « Il est brûlant !» Laurent posa une main sur le front du bébé. Confirmant l'évidence, Théo était en proie à une forte fièvre, peut-être même plus élevée que celle de Sophie. « Je vais appeler un médecin », décida-t-il immédiatement, sortant son téléphone. Mais Élodie secouait déjà la tête, la panique visible dans ses gestes. « Non, l'hôpital. Tout de suite. Il n'a que 2 mois, c'est trop dangereux. » Laurent comprit l'urgence. Sans hésiter, il enfila un manteau, entendit à Élodie qui enveloppait déjà Théo dans plusieurs couvertures. « Je vais réveiller Henriette pour qu'elle veille sur Sophie, » dit-il, se dirigeant vers la chambre de la gouvernante. 10 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture, filant à travers les rues désertes de Paris. Dehors, une pluie glaciale avait commencé à tomber, transformant l'asphalte en miroir noir. Laurent conduisait avec concentration, jetant de fréquents coups d'œil à Élodie qui, sur la banquette arrière, tenait Théo contre elle, lui murmurant des paroles rassurantes, malgré sa propre angoisse évidente. À un moment, son téléphone sonna. C'était son assistant, l'appelant pour une urgence concernant la réunion internationale prévue le lendemain matin avec des éditeurs japonais. « Annulez tout », ordonna Laurent sans hésitation. « Ma famille a besoin de moi. » Ces mots, prononcés avec une certitude absolue, résonnèrent dans l'habitacle. Élodie leva les yeux vers lui, surprise et émue par cette déclaration spontanée. Arrivé aux urgences pédiatriques, Théo fut immédiatement pris en charge. Les heures qui suivirent se déroulèrent dans un brouillard d'inquiétude. Examen, prise de sang, perfusion pour éviter la déshydratation,
Chaque procédure était une épreuve pour Élodie qui ne quittait pas son fils d'une semelle. Laurent restait à ses côtés, soutien silencieux mais inébranlable. Lorsqu'enfin, vers l'aube, le médecin leur annonça que l'état de Théo était stabilisé. Une infection virale, sérieuse mais traitable. L'épuisement les submergea tous deux. Élodie, exténuée, s'assoupit sur une chaise inconfortable près du lit médicalisé où reposait Théo, désormais paisible sous l'effet des médicaments. Laurent veilla sur leur sommeil, tenant la minuscule main du bébé dans la sienne. C'est alors qu'une certitude s'imposa à lui, claire et indéniable. Ces deux êtres n'étaient pas simplement des personnes qui l'aidaient, des invités sous son toit. Ils étaient devenus essentiels à son existence, aussi vitaux que l'air qu'il respirait. Le lien qui l'unissait à Théo n'était pas biologique, mais il était tout aussi puissant, un lien de choix, d'amour choisi et assumé. Lorsqu'Élodie s'éveilla, désorientée, son premier réflexe fut de chercher son fils du regard. Rassurée de le voir paisible, elle remarqua ensuite Laurent, toujours là, fidèle à son poste. « Vous êtes resté, murmura-t-elle, comme si ce fait la surprenait encore. « Bien sûr, répondit-il simplement, je serai toujours là, pour lui. Pour vous ?» Ces mots simples, prononcés dans la lumière blafarde d'une chambre d'hôpital, avaient la solennité d'un serment. Élodie le regarda longuement, et dans ses yeux épuisés mais lucides, Laurent put lire une compréhension nouvelle, une acceptation de ce qu'ils devenaient l'un pour l'autre. « Merci, dit-elle finalement, sa main rejoignant celle de Laurent sur le bord du lit de Théo. « Pour tout. » Ces remerciements dépassaient largement la nuit de veille à l'hôpital. Ils englobaient ces mois de cohabitation, cette chance offerte, cette famille reconstituée pièce par pièce. Mais surtout, ils reconnaissaient cette évidence que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus nier. Ils s'appartenaient désormais, liés par un amour qui avait grandi silencieusement, jour après jour, à l'abri des regards. Le médecin qui vint les voir en fin de matinée confirma l'amélioration de l'état de Théo. Ils pourraient rentrer chez eux dès le lendemain, avec un traitement à suivre rigoureusement. « Chez nous !» murmura Élodie lorsque le médecin fut parti, testant ses mots comme on essaie un vêtement nouveau. « Chez nous ?» Laurent sourit, entendant tout ce que cette simple expression contenait d'espoir et de questionnement. Il prit sa main, la serra doucement. « Oui, confirma-t-il. Chez nous, dans ce couloir d'hôpital impersonnel, sous la lumière crue des néons, une promesse venait d'être scellée, non pas avec de grands discours ou des déclarations passionnées, mais avec cette simplicité qui caractérisait leur relation depuis le début. Une promesse d'avenir commun, de famille reconstruite, d'amour qui transcende les circonstances de leur rencontre. Dehors, la pluie avait cessé. Un timide rayon de soleil perçait les nuages, annonçant peut-être la fin de l'hiver, le début d'une saison nouvelle. Un an s'était écoulé depuis cette nuit d'angoisse à l'hôpital. Paris s'habillait à nouveau de ses lumières de Noël, les vitrines scintillaient, les chants traditionnels résonnaient dans les rues animées. La ville entière semblait célébrer cette période de retrouvailles et de réjouissance. Dans l'appartement du 7e arrondissement, les préparatifs allaient bon train. Laurent, monté sur un escabeau, accrochait les dernières guirlandes au sommet du sapin majestueux qui trônait près de la cheminée. Sophie, maintenant âgée de 9 ans, disposait méticuleusement les boules de verre colorées sur les branches inférieures, tandis que Théo, qui avait récemment fêté son premier anniversaire, observait la scène avec émerveillement, assis sur un tapis moelleux, entouré de coussins qui prévenaient ses chutes encore fréquentes. « Plus haut, papa !» conseilla Sophie, le regard critique. « La guirlande dorée doit être tout en haut. » Laurent s'exécuta en souriant, toujours impressionné par le sens esthétique que sa fille avait développé au contact d'Élodie. « Comme ça, madame la décoratrice en chef ?» Sophie hocha la tête avec une satisfaction évidente. « Parfait. Élodie va adorer. » Élodie était absente ce matin-là, finalisant les préparatifs de sa nouvelle exposition à la galerie. Une année de travail intense qui aboutissait à cette consécration. Une collection complète d'illustrations et de peintures, originale, qui avait déjà suscité l'intérêt de plusieurs critiques d'art influents. Laurent observa le salon qui s'était métamorphosé au fil des mois. Des tableaux d'Élodie ornèrent désormais les murs, apportant couleur et vie à ce qui avait été un intérieur élégant mais austère. Des jouets de Théo côtoyaient les livres de Sophie sur les étagères basses. Des photos récentes s'étaient ajoutées aux anciennes sur le buffet. La petite famille recomposée lors d'un pique-nique au bord de la Seine, Théo faisant ses premiers pas dans le jardin du Luxembourg, Sophie et Élodie peignant ensemble sur la véranda.
Henriette Fournier, qui avait fini par considérer Élodie comme faisant intégralement partie de la famille, entra dans le salon avec un plateau de chocolat chaud et de biscuits maison. « Une pause s'impose », annonça-t-elle. « Les artistes ont besoin de force. »« Merci, Henriette, » dit Laurent en descendant de l'escabeau. « Juste à temps, j'allais défaillir. » La gouvernante lui lança un regard amusé. « Vous n'avez jamais été aussi épanoui, monsieur. L'épuisement vous sied bien. » Cette remarque, faite avec une affection non dissimulée, contenait une vérité profonde. Laurent avait effectivement retrouvé une énergie, une joie de vivre qu'il croyait à jamais perdue. Et cela se voyait dans son visage plus détendu, dans son sourire plus fréquent, dans cette façon qu'il avait désormais de s'investir pleinement dans chaque instant familial. « Théo, viens goûter le chocolat », appela Sophie, servant de grande sœur attentive, comme elle le faisait depuis des mois. Le petit garçon se mit debout avec précaution, ses jambes encore incertaines, et se dirigea vers elle en titubant, les bras tendus pour garder l'équilibre. Ses cheveux blonds, presque blancs comme ceux d'Élodie, formaient des boucles soyeuses autour de son visage joufflu. Ses yeux d'un bleu profond, ceux de sa mère, pétillaient de curiosité. « Sophie !» s'exclama-t-il de sa voix flûtée, l'un des rares mots qu'il prononçait clairement. Laurent observait cette scène avec un bonheur tranquille. Qui aurait pu imaginer un an plus tôt que ce bébé transi de froid rencontré à un arrêt de bus deviendrait son fils de cœur? Car c'est ainsi qu'il considérait Théo désormais, non pas comme l'enfant d'une autre, mais comme le sien, par choix et par amour. Le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait fit tourner toutes les têtes. Élodie apparut, les joues rosies par le froid extérieur, portant plusieurs sacs qui témoignaient d'une session de shopping improvisée. « Maman !» s'écria Sophie, courant l'accueillir. Ce mot « maman » était apparu naturellement dans la bouche de la petite fille quelques mois auparavant. La première fois, Élodie avait pleuré d'émotion, incertaine de mériter ce titre. Mais Sophie avait simplement déclaré « On peut avoir deux mamans, qu'une au ciel et une sur terre ». Cette logique enfantine avait apaisé les doutes d'Élodie et touché Laurent au plus profond. « Ma chérie », répondit Élodie en embrassant Sophie. « Tu as grandi de 3 centimètres depuis ce matin où je rêve ?» Sophie rit, habituée à cette plaisanterie récurrente. « Non, mais j'ai décoré presque tout le sapin. »« Viens voir !» Théo, entendant la voix de sa mère, se précipita vers elle avec des cris de joie. Élodie déposa ses sacs pour le soulever dans ses bras, couvrant son visage de baisers qui le firent glousser de bonheur. « Mon trésor !» murmura-t-elle contre ses boucles blondes. « Tu as été sage avec papa et Sophie ?» Laurent s'approcha à son tour, accueillant Élodie d'un baiser tendre. Sage comme une image. Il a même fait une sieste complète ce matin. Un miracle. Le regard qu'ils échangèrent contenait toute la tendresse, la complicité, l'amour qui s'étaient développés entre eux au fil des mois. Après cette nuit à l'hôpital, quelque chose avait définitivement changé dans leur relation. Les dernières barrières étaient tombées, laissant place à un amour assumé, profond, qui ne cessait de s'approfondir. 3 mois après cet épisode, Laurent avait officiellement demandé à Élodie de partager sa vie, non pas comme une invitée sous son toit, mais comme sa compagne, sa partenaire, la mère de leurs enfants. Elle avait accepté avec une joie sereine, comme si cette évolution était la suite naturelle de leur histoire improbable. « J'ai une surprise », annonça Élodie en déposant Théo sur le tapis. Elle sortit d'un de ses sacs, un paquet soigneusement emballé, pour notre soirée de Noël. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, curieuse. Élodie sourit mystérieusement. « Tu verras ce soir. C'est pour notre nouvelle tradition familiale. » Ce mot « famille » n'était plus chargé d'incertitude comme autrefois. Il était devenu une évidence, un fondement sur lequel il construisait jour après jour. Après le goûter, tandis que Sophie entraînait Théo dans une séance de jeu dans sa chambre, sous la supervision d'Henriette, Laurent et Élodie se retrouvèrent seuls dans le salon. « Comment s'est passée la préparation de l'exposition ?» demanda Laurent, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Le visage d'Élodie s'illumina. « Merveilleusement bien, la galerie est prête. Les œuvres sont parfaitement mises en valeur. J'ai même reçu un appel du critique du Monde des Arts. Il viendra pour l'inauguration. »« Je suis si fier de toi, » dit Laurent avec sincérité. « Tu as accompli tellement en 1 an. » Élodie posa sa tête sur son épaule, un geste devenu familier, réconfortant. « Grâce à toi, à votre accueil à tous les deux. »« Non, » corrigea doucement Laurent. « Grâce à ton talent, à ton travail acharné, à ta persévérance. Je n'ai fait que te donner l'espace pour t'épanouir. La fleur était déjà là, attendant simplement la bonne saison pour éclore.
Cette métaphore fit sourire Élodie. La bonne saison. J'aime cette image. Il y a 1 an, j'étais en plein hiver, pas seulement au sens propre. Et maintenant? Demanda Laurent, entourant ses épaules d'un bras protecteur. Elle leva les yeux vers lui, son regard débordant d'une émotion contenue. Maintenant, c'est le printemps. Une floraison continue. Laurent l'embrassa tendrement, encore émerveillé par le miracle de leur rencontre. Tant de circonstances avaient dû s'aligner pour qu'ils se trouvent, ce soir précis. Cet arrêt de bus, la gentillesse spontanée de Sophie, sa propre décision impulsive d'offrir un abri à cet inconnu et son enfant. Le hasard, ou peut-être quelque chose de plus grand, avait tissé les fils de leur destin d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. « J'ai quelque chose à te demander », dit soudain Élodie, se redressant légèrement. « Quelque chose d'important. » Laurent nota son air sérieux, presque solennel. « Je t'écoute. » Elle inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Accepterais-tu d'adopter officiellement Théo? De devenir légalement son père, comme tu l'es déjà dans ton cœur ?» Cette demande, formulée avec tant d'émotions contenues, toucha Laurent au plus profond. L'adoption, ce geste légal qui reconnaîtrait ce que son cœur savait déjà. Il pensa à ce petit garçon qui illuminait leur jour, à l'amour inconditionnel qu'il ressentait pour lui, à ce lien qui s'était tissé naturellement entre eux. « Oui », répondit-il simplement, la voix vibrante d'émotion, « rien ne me rendrait plus heureux. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes, des larmes de joie, de gratitude, d'amour. « Théo a tellement de chance de t'avoir. Nous avons tous tellement de chance. »« C'est moi qui suis chanceux, » affirma Laurent avec conviction. « Vous m'avez rendu la vie, Élodie. Toi et Théo, vous avez ramené la lumière dans cette maison, dans nos cœurs. » Ils restèrent ainsi enlacés, savourant ce moment de communion parfaite. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel parisien, comme autant de témoins silencieux de cette promesse échangée. Le soir venu, après un dîner festif préparé par Henriette, ils se réunirent tous autour du sapin illuminé. Théo, excité par les lumières scintillantes, battait des mains avec enthousiasme. Sophie, dans sa robe préférée, avait l'air d'une petite princesse des neiges. Maintenant, à ma surprise, annonça Élodie, sortant le paquet mystérieux aperçu plus tôt. Elle l'ouvrit délicatement, révélant un assortiment de peintures, pinceaux, papier et petites toiles. Cette année, au lieu d'échanger des cadeaux traditionnels, je propose que nous peignions nos souvenirs préférés de l'année écoulée. Pour créer notre propre histoire familiale en images, l'idée enchanta immédiatement Sophie. « Oh oui, je veux peindre notre pique-nique sur la Seine » quand Théo a essayé d'attraper les canards. « Et toi, Laurent ?» demanda Élodie. « Quel souvenir choisirais-tu » Il réfléchit un instant, passant mentalement en revue cette année riche en moments précieux. « Je pense que je peindrais ce matin où nous avons tous pris le petit déjeuner sur la véranda, avec le soleil qui se levait sur Paris. Ce moment ordinaire mais parfait. » Élodie sourit, touchée par ce choix qui reflétait si bien l'essence de leur bonheur, ces instants simples, quotidiens, qui constituaient la trame de leur vie commune. Ils installèrent un grand drap sur le sol du salon pour protéger le parquet et chacun se mit à l'œuvre. Même Théo participait à sa façon, barbouillant joyeusement une petite toile de couleur vive sous la supervision amusée d'Henriette, qui avait accepté de se joindre à eux pour cette activité. Laurent, qui n'avait jamais vraiment peint avant de rencontrer Élodie, s'appliquait avec concentration, jetant parfois un regard vers sa compagne, qui guidait patiemment Sophie dans le mélange des couleurs. Cette scène domestique, empreinte d'une simplicité heureuse, lui semblait infiniment précieuse. Lorsqu'ils eurent terminé, ils disposèrent leurs œuvres sous le sapin, une galerie improvisée de souvenirs partagés. Le dessin de Sophie, coloré et expressif, montrait leur famille au bord de l'eau. Celui de Laurent, plus maladroit mais sincère, capturait la lumière matinale de la véranda. L'œuvre d'Élodie représentait leur première sortie officielle en tant que famille au jardin d'acclimatation. Quant à la toile de Théo, c'était une explosion joyeuse de couleurs qui semblait, par hasard ou par intuition enfantine, former un cœur. « C'est notre histoire », dit doucement Élodie. « Notre histoire qui continue de s'écrire. » Sophie, contemplant les peintures avec satisfaction, posa la question qui lui tenait à cœur. « Nous sommes une vraie famille maintenant, n'est-ce pas ?» Laurent attira sa fille contre lui, tendant son autre bras pour inclure Élodie qui tenait Théo. « Oui, mon cœur, nous sommes une vraie famille. »« Pour toujours, répéta Sophie, savourant cette promesse.
Théo, comme s'il comprenait l'importance du moment, posa ses petites mains sur les visages d'Élodie et Laurent, les rapprochant dans un geste spontané qui les fit tous rire. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, Laurent et Élodie se retrouvèrent sur la véranda. Paris étincelait sous leurs yeux. La tour Eiffel scintillait à intervalles réguliers, comme un phare dans la nuit. « Je repense souvent à cette nuit de Noël », dit Élodie, bleutée.